Bonjour et bienvenue à ma présentation sur le Dark What? Dans le but de démystifier le buzz du Dark Web avec une présentation, un outil open source avec l'analyse aussi des données collectées avec cet outil-là. Donc, pour commencer, je vais juste faire un petit avertissement. Il va y avoir des sujets qui vont être sensibles, qui pourraient choquer certaines personnes. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez sortir de la salle, je comprendrai totalement. Je fais aussi aucune promotion de ce qui est là, c'est juste pour présenter des faits. Puis je n'encourage en aucun cas les activités illégales qui peuvent se faire sur le Dark Web. Donc, pour commencer la présentation, je vais introduire un petit peu Tor, comment ça fonctionne. Ensuite, je vais parler des Hidden Services. Courte introduction aussi. Par la suite, je vais embarquer dans le vif du sujet avec le GoSeeker Fresh Onion, qui est l'outil open source. Et par la suite, je vais parcourir différents sujets que j'ai découverts sur le Dark Web. Je vais finir avec une petite conclusion pour dire qu'est-ce que je pense de tout ça et mon expérience finale sur le Dark Web. Donc, qui suis-je? Je me nomme Félix Lehoux, je suis étudiant à l'ETS, chercheur en cybersécurité chez GoSecure dans l'équipe de recherche et développement. Je suis aussi membre de la délégation des compétitions informatiques de l'ETS. Donc, juste un petit sondage, début de présentation. Qui a déjà entendu parler du Dark Web ou des choses même? Juste à main levée. OK. Ça, je pensais. Qui est déjà allé sur le Dark Web? Ah, OK, quand même. Donc, pour commencer, pour ceux qui connaissent plus ou moins peut-être Tor, le but de Tor, c'est de faire souvent le chemin entre le client et le serveur. Ce chemin-là va être formé de plusieurs nœuds pour garder l'anonymité le plus possible. Les nœuds intermédiaires vont juste connaître le nœud précédent et le nœud suivant. Donc, ils ne seront pas en mesure de connaître l'ensemble des nœuds de la chaîne. Donc, effectuer une requête va prendre beaucoup plus de temps étant donné qu'il y a des intermédiaires dans la chaîne pour les requêtes. Donc, si on regarde vite, c'est juste un schéma pour visualiser le client, le serveur, au lieu de communiquer directement, il va passer par différents nœuds. Au départ, il va encrypter son message avec, par exemple, 3 clés. Chaque nœud va avoir une clé pour, je veux dire, décrypter sa section. Donc, pour savoir à quel nœud il va falloir qu'il envoie le message et ainsi de suite. Puis quand ça va revenir, ben la requête va revenir et un après l'autre, ils vont rajouter leur clé au fur et à mesure pour encrypter le message pour pas que la personne suivante soit en mesure de voir le contenu. Mais une fois que le client reçoit le tout, ben lui, il a les 3 clés, fait qu'il est en mesure de retrouver l'ensemble du message, de la requête. Donc, les Hidden Services, le problème là-dedans, c'est que si on utilise Tor, c'est correct, mais ça désanonymise pas. Excusez-moi. Le serveur n'est pas anonyme. En tant que tel, c'est qu'on pourrait savoir l'adresse IP, la localisation de ce serveur-là. Donc, le but, c'est des Hidden Services qui va faire que le client et le serveur vont se rejoindre à un point de rendez-vous. Donc, ils ne vont pas se communiquer. Ils ne vont pas contacter directement un envers l'autre. Ils vont passer par le point de rendez-vous pour que le client reste anonyme face au serveur et que le serveur reste anonyme face au client. Je dis juste ça de même. Vous pouvez prendre des photos, mais les slides, je vais les mettre sur mon Twitter après la présentation pour les intéresser. Donc, c'est ça. Donc, juste des petites étapes. On commence. Par exemple, il y a Alice qui veut parler avec Bob. Ben, Bob va dire à une base de données, si on veut, si tu veux communiquer avec moi, voici 3 points d'entrée, le 1, le 2 et le 3. Il va dire, moi, mon adresse, ma clé publique pour pouvoir aller sur mon site, c'est le suivant, .oignon. Donc, si Alice décide de vouloir aller sur ce site-là, il va pouvoir demander à la base de données pour savoir quel nœud quel point d'accès Alice doit communiquer. Donc, dans ce cas-là, ça dit Alice, tu peux communiquer au nœud 1, 2, 3 pour connecter au serveur de Bob. Par la suite, il va créer le point de rendez-vous. Une fois que le point de rendez-vous est connecté, Alice va pouvoir se connecter à un nœud intermédiaire et avoir un cookie qu'on va dire pour que le cookie soit ensuite envoyé au serveur de Bob et lui dire « Hey, on fait un petit meet-up au point de rendez-vous avec le cookie. » Fait que ce qui va arriver, c'est que les deux vont se rejoindre au point de rendez-vous et ils vont pouvoir faire les échanges qu'ils veulent sans que
Alice connaisse directement Bob et que Bob ne connaisse pas directement Alice. Fait que ça, c'était juste un petit peu d'introduction pour savoir si je parle de nœuds puis tard pour comprendre le fonctionnement, je veux dire, de base globale. Donc, là, on embarque dans le vif du sujet avec le GoSecure Fresh Onion. Son origine, d'où est-ce que ça part? Souvent, on se demande qu'est-ce qu'il y a sur le dark web, qu'est-ce qui peut parler, mettons, pour les gens qui ont des compagnies. OK, est-ce qu'il y a de l'information compromettante par rapport à ma compagnie sur le dark web? Y a-t-il des leaks de données? Y a-t-il des choses comme ça? Donc, ça, c'était important pour nous chez GoSecure de pouvoir répondre à ces réponses-là de ces clients-là. Sinon, les testeurs pour trouver des nombres de données si jamais lors des tests ou des choses comme ça. Et savoir qu'est-ce que le dark web cache. Parce que, on va se le dire, en tant que tel, il n'y a pas de Google pour le dark web. Donc, le but, c'était de pouvoir savoir, trouver qu'est-ce qu'il y a réellement sur le dark web. Donc, un petit schéma rapide. Le crawler, tout tourne autour de lui. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi nécessairement un crawler, ça peut être un petit robot, qu'on va dire, qui va visiter des pages, aller chercher le contenu, puis après ça, pouvoir faire du traitement avec ça. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est que des points oignons, il y en a sur le clear web. Donc, on va aller chercher sur des sites comme Reddit, The Hidden Wiki, Deep Website. On va aller chercher les oignons sur ces sites-là. Après ça, le crawler va pouvoir dire, ben, avec ces sites-là, je vais aller les visiter. Donc, Viator, il va aller sur le dark web, il va aller visiter ces sites-là, puis il va pouvoir sauvegarder le contenu dans les bases de données. Donc, dans Elasticsearch, tout ça. En tant qu'utilisateur, nous, on va pouvoir utiliser soit l'interface de l'outil Fresh Onion ou de Kibana pour aller faire des recherches puis voir qu'est-ce qui a été indexé. Pour les fonctionnalités, je ne passerai pas tout au travers parce que durant la démonstration puis au fil de la présentation, je vais en présenter d'autres, je vais les expliquer. Donc, le but premier de cet outil-là, c'était d'indexer le contenu des pages visitées et de pouvoir faire des recherches sur ce qui avait été indexé. Par la suite, on est en mesure de savoir s'il y a des adresses Bitcoin, des adresses courriels, des paths qui pourraient être intéressants dans la page, dans le fond, pour savoir globalement qu'est-ce que cette page-là peut contenir. Les paths intéressants, ça peut être admin.php, un php.admin, savoir est-ce que il y a ce lien-là sur la page. Par la suite, on est capable de pivoter par rapport à ces adresses-là. Donc, si un site a une adresse Bitcoin spécifique, on va pouvoir dire, cliquer dessus et voir quel autre site possède cette adresse Bitcoin-là. Donc, si on veut pivoter pour savoir cet utilisateur-là a ce site-là avec cette adresse Bitcoin, mais qu'il y a aussi un autre site avec les mêmes adresses Bitcoin, ben peut-être que c'est la même personne qui a juste fait 2 sites différents, mais avec le même contenu, les mêmes adresses pour le même service. Donc, développement d'un projet, ça n'arrive pas sans problème. Donc, pour commencer, quand j'ai commencé ce projet-là, j'étais stagiaire, mon premier stage en sécurité, puis j'avais pas nécessairement beaucoup de connaissances sur tout ce qui était développement sur ces services-là. Donc, la documentation initiale, pour moi, c'était important parce que c'était la manière que j'allais pouvoir commencer le projet et avancer plus rapidement. Il y avait beaucoup de difficultés. J'avais excusez-moi, beaucoup de difficultés avec la documentation parce que la manière que c'était fait, c'est que j'ai forké le projet sur GitHub et le gars, il disait clone le projet, configure les services, puis tout va marcher. Mais l'affaire que j'avais besoin, c'était de savoir comment configurer les services, puis ça, c'était pas expliqué. Fait que ça, j'ai eu des troubles. Sinon, pour trouver les adresses Bitcoin courriel, il y avait des regex, la fonctionnalité était là, mais elle fonctionnait pas. Fait que c'était comme un début d'implémentation pas fini. Sinon, Elasticsearch m'a donné un petit peu de trouble. Toutes les versions qui sont supérieures à 6.0 n'étaient pas fonctionnelles avec l'outil. Donc, ça a pris un petit peu de temps pour réaliser ça. Sinon, les dépendances manquantes. C'est pas quelque chose de gros, mais c'est quand même tannant quand tu veux installer un outil puis tu es toujours en train obligé de réinstaller des packages parce que là, il manque ça. OK, je l'installe. Tu le relances. Il te manque encore un autre package. Tu sais, si t'en as un ou deux, c'est pas tant pire. Mais quand t'es rendu à 15, là, tu te demandes s'il a fait exprès, dans le fond. Puis, une autre affaire qui était comme bizarre, c'est l'architecture du projet. La manière que le projet a été fait, c'est que pour chaque script Python, il y avait un script bash. Puis, on ne lançait pas directement les scripts Python pour lancer, mettons, pour crawler, tout ça. Il fallait passer au travail des scripts bash parce que dans le script bash, il y avait des variables d'environnement, des choses définies qui permettaient de
que ça fonctionne comme il faut. Au début, je me suis demandé, tu sais, pourquoi avoir fait ça? Tu sais, il aurait pu faire ça si simple, puis il a décidé de compliquer la vie. Fait que, tu sais, moi, en plus, en commençant là-dedans, ben, ça a été un peu plus dur. Ça requérait aussi beaucoup de temps d'opération parce que à chaque peut-être 2 jours, le script il tombait down. Fait qu'il fallait y aller manuellement et relancer le script pour que tout fonctionne. Sinon, crawler le dark web, c'est pas nécessairement facile parce que l'outil est multithread, puis ça prend quand même un délai pour communiquer avec les différents sites. Donc, si il y en a trop en parallèle, puis tu veux trop en faire en même temps, ce que ça va faire, c'est que ça va être tellement lent que ça ne sera pas en mesure de connecter sur aucun site. Donc, j'ai eu ce problème-là à un moment donné. Je me disais, hey, yes, m'a runné ça, on met la machine dans le fond. Puis finalement, ça a juste pris plein de sites, puis tout était down parce qu'il n'était pas en mesure d'aller chercher aucun site. Pour trouver solution à ces problèmes-là, dockeriser le projet. Dans le fond, ce que ça fait, beaucoup moins de temps de maintenance, la procédure d'installation beaucoup plus rapide. Donc, 5 à 6 lignes de Docker au lieu de 50 à 60 lignes manuellement quand tu peux faire de la configuration, typo, whatever. Fait que ça peut être vraiment plus long. Puis vu que c'est facile à installer, ben, le déploiement, c'est vraiment plus rapide. Donc, avant, c'était au moins à peu près 2 heures d'installation manuelle qu'il fallait que tu rentres des commandes pour que tout ça fonctionne. Par la suite, vu que c'est des containers, c'est la répartition des différents services, c'est vraiment plus facile. Donc, s'il y a un service qui crash, on sait exactement c'est lequel. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour une courte démonstration, en le fond, le but, c'est juste de vous montrer l'outil ressemble à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, ça c'est l'outil. Comme on peut voir au début, il va y avoir des sites en orange, il va y avoir des sites en rouge, il va y avoir des sites en vert. Ce que ça veut dire, c'est que les verts, si on prend Tor, on prend le site, on décide d'aller le visiter avec Tor, c'est facile, le site devrait fonctionner. S'il est orange, ça veut dire que le crawler a eu de la difficulté à rejoindre ces différents sites-là. Et s'il est rouge, ça veut dire que bon, il a peut-être essayé une dizaine, 10-15 fois, puis il n'a pas été capable de se connecter au site. Ça, c'est le crawler. Mais ça se pourrait très bien que dans ce temps-là, le serveur a été down pendant 15-20 jours, puis que là, il est up. Dans le fond, le site est considéré down, mais il est quand même accessible par les gens. Donc, ici, je fais juste un petit exemple. Dans le fond, ici, on peut chercher pour trouver différents sites. Comme, par exemple, ce site-là, il est down, mais c'est un des exemples durant la présentation. Si on paye sur le petit i à côté pour aller chercher l'information de ce site-là, on est en mesure de voir quand est-ce qu'il a été créé, c'est quand la dernière fois qu'il a été visité. Comme je disais, les pattes intéressants. Donc, toutes les adresses courriels qui ont été trouvées sur ce site-là, ainsi que les adresses Bitcoin. Donc, si je paye sur le petit view, ce que je vous disais tantôt pour pivoter, cette adresse Bitcoin-là se retrouve sur ces 3 différents sites. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, OK, ben la personne pourrait hoster ces 3 sites-là, ça pourrait être ces 3 sites. Donc, si on veut investiguer, par exemple, une adresse Bitcoin ou peu importe, ben ça peut être facile à chercher une adresse Bitcoin puis pivoter pour voir sur quel site que cette adresse-là est. Sinon, il y a la fonctionnalité aussi de lien entre les domaines, ce qui veut dire que si un domaine pointe vers un autre domaine qui pointe vers un autre domaine, ben on va être en mesure de le savoir. Dans le fond, c'est quand on va crawler, ça va être plus facile. On va se promener de 1, on va aller chercher tous les oignons dans ce site-là qui peut répertorier, puis après ça, on va continuer. Donc, ça permet de se rendre plus loin dans l'analyse et dans le crawling, si on veut. Mais là, on a bien du data, mais on va faire quoi avec ça? On va l'analyser. Fait que la manière que l'analyse va fonctionner, c'est que je vais commencer le but de cette analyse-là, puis après ça, je vais parcourir sujet par sujet pour dire qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que je pense de ça. Donc, comme tantôt, j'avais fait un petit sondage, il y a beaucoup de monde qui ont levé la main pour qui avait déjà entendu Dark Web, tout ça. Les mains, j'ai quand même été surpris, il y avait beaucoup de monde qui avait quand même la main levée après, mais souvent, les gens se posent quand même des questions pour dire OK, il y a quoi sur le Dark Web? C'est-tu dangereux? On peut-tu y aller sans avoir des intentions, je veux dire, criminelles ou des choses comme ça? Et ça ressemble à quoi? Mais c'est sûr que si les gens sont curieux, ils se disent je vais aller sur YouTube, je vais regarder ça, mais souvent le monde va commencer pour faire comme oh, attention, le Dark Web, c'est dangereux, va pas là, tu vas te faire arrêter par la police, tout ça. Mais tu sais, moi je le fais pour vous parce que je suis quelqu'un de gentil. Fait que tu sais, mon but c'était juste d'être nerd face à ça, puis juste montrer des faits pour vous dire OK, c'est ça qu'il y a.
Puis c'est ça qui peut arriver. Donc, je commençais avec les classiques, ce qui est drogue, armes, faux documents, tueurs à gages, puis les multiplicateurs de Bitcoin. Souvent, ceux qui entendent parler du dark web, c'est les premières affaires qu'ils entendent. Donc, oui, on en retrouve en grande quantité, puis c'est là que je vais passer rapidement. Le but, c'est pas de vous dire tu peux trouver ça, tu peux trouver ça. Le but, c'est plus de vous montrer les sites peuvent ressembler à quoi. Et souvent, ces sites-là sont orientés vers le service offert, vente de biens ou de services, et non sur la beauté du site. Parce que il n'y a pas nécessairement. Le JavaScript peut être désactivé via Tor. Donc, si tu fais un site super beau, mais que toi, tu dis, moi, je navigue sécuritairement avec Tor, puis tu désactives les images, tu désactives le JavaScript, ben ton site va vraiment être non fonctionnel. Fait qu'il y en a qui vont se dire, moi, j'y vais à la base, puis je vais juste montrer du contenu, puis un service, tout ça. Donc, à première vue, quand j'ai vu ce site-là, j'ai dit, oh, tu sais, il y a quand même, la personne a travaillé fort pour faire quand même un beau site. Puis quand j'ai été dans la section bonus, ça m'a surpris parce que le gars, il est donc bien gentil. Il vend un logiciel 0.5 Bitcoin pour supprimer tous les dossiers criminels au travers du Wordle. Fait que, tu sais, ça montre que, tu sais, le site, il a beau être, tu sais, il a l'air beau. Mais après ça, le gars, il dit qu'il peut, avec son super logiciel sur Windows, qui va prendre t'infecter, que tu peux déliter tous les dossiers criminels. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça. Fait que, comme je disais, le but, c'est de savoir, de dire aux personnes qui visitent ces sites-là directement, OK, moi, je vends ça, je vends tel service, contacte-moi là, le prix, c'est ça. Pas de niaisage de dire, ton site, est-tu beau, ton site, est pas-tu beau. Le but, c'est straight to the point, puis go, on fait ça. Donc, comme ce site-là, c'est un bon exemple. C'est pas le site le plus beau, mais le service, il est là, puis tu veux contacter le gars, ben, c'est de même. Tu sais, c'est ça. Fait que pour les multiplicateurs de Bitcoin, c'est quelque chose que j'ai vu, puis ça m'a quand même surpris. Parce que si, ben là, c'est petit, là, mais si on regarde le petit encadré rouge, puis que là, ça zoome, de la manière que ça fonctionne, c'est que ça dit, hey, donne-moi 0.005 Bitcoin au minimum, donne-moi ça dans mon wallet, moi, je vais faire un petit peu de magie avec ça, je vais multiplier ça par 100, par ça, vu que je suis une gentille personne, je vais te le redonner dans ton portefeuille. Fait que là, ma réaction, ça a été ça. C'est ça, je me dis, là, je me dis, exemple, je marche sur le bord de la rue, il y a quelqu'un qui m'arrête qui me dit, hey, si tu me donnes une pièce, je t'en donne 100. OK, pour une pièce, je vais prendre la guess. Mais si le gars et la personne me dit, hey, si tu m'en donnes 300, t'en donner 3000. Ah ben, tu sais, là, le monde va être plus hésitant. Fait que je me dis que c'est le même principe parce que je connais pas la personne. J'envoie un montant quand même assez élevé à quelqu'un que je connais pas. Fait que les chances que ça revienne, on va dire qu'ils sont minimes. Tout ce qui est Mystery Box, je sais pas, il y en a probablement, c'est quand même un buzzword un peu. Donc, probablement que certains ont entendu parler. Le concept de Mystery Box, c'est tu vas coller sur un site comme eBay, Amazon, des choses comme ça, une boîte mystère sans savoir ce qu'il y a dedans. Fait que là, vous allez dire, pourquoi coller de quoi que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans? Le but, c'est quand tu es sur YouTube et que le monde sont populaires, tout ça, ils achètent des boîtes. Puis ce qu'ils font, ils vont faire une vidéo, ils vont dire, hey, ben là, j'ai collé une boîte, mais eux, ils savent pas ce qu'il y a dedans, puis toi non plus. Fait que ça fait une bonne épisode, si on veut, à chaque boîte. Fait que le monde commande des boîtes, ça fait un épisode, fait que ça fait de l'argent, puis tout le monde est content. Fait que l'affaire qui arrive, c'est qu'ils se sont dit, OK, les Mystery Box, ça marche. Le Dark Web, ça marche. Fait que pourquoi qu'on met pas ensemble pour faire oh my god. Fait que ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont dit, le concept mystérieux, dangereux du Dark Web, tout ça, on va tout mettre ça ensemble parce que tu sais pas, tu sais, le monde, souvent, ils vont dire, ben, si tu colles une Mystery Box sur le normal, ben, tu vas recevoir de quoi de random, mais rien de dangereux. Puis là, si tu ajoutes le concept de Dark Web, ben, ils vont dire, ben, tu vas peut-être recevoir un couteau, ou, tu sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir. Fait que c'est ça qui est encore plus épeurant, mais tu sais, c'est le même concept. Fait que, pour vous montrer ça, dans le fond, j'ai fait j'ai juste parcouru YouTube en marquant Mystery Box Dark Web pour pas dire c'est full populaire, finalement, c'est pas vrai. Fait que c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de vidéos et que ça reste populaire. Puis ces vidéos-là, il y en a beaucoup, mais sont-tu pas. Tu sais, est-ce qu'ils ont beaucoup de vues? Ben, 15 millions, 1,7 million, 5,1, 2,9, 8,4. C'est sûr que c'est pas nécessairement 100 quelques millions,
mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont été voir ces vidéos-là, puis que ça a fait un certain buzz. Donc, pour ça, voici un petit site, un exemple. Dans l'accord de rouge, ça va dire ces boîtes-là, si tu veux une boîte, comme le monde déballe sur YouTube, comme il unbox, c'est ce site-là. Donc, achète mes boîtes, puis tu vas devenir famous sur YouTube. Ces boîtes-là, ils disent, comme je disais tantôt, ils peuvent contenir un petit peu n'importe quoi. Souvent, il y a des prix, c'est comme là, 37,99 $, 380. Ça varie beaucoup. Je pense pas qu'il y a vraiment de normes par rapport à ça pour dire ma boîte est meilleure que la tienne, là. Mais c'est ça. Là, je voulais savoir, OK, c'est populaire, il y a du monde qui en vend, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui en achète? Donc, j'ai été prendre l'adresse Bitcoin que le gars disait pour faire le transfert et j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs transferts entre 20 et 40 $ peut-être. Le but de ça, c'est que le 37 $ Bitcoin, US, excusez-moi, c'est pour un nombre de Bitcoin. Mais vu que le Bitcoin varie énormément rapidement, je suppose que le range, si on veut, d'argent entre 20 et 40 $ peuvent corréler, si je peux dire, aux 37 $. Donc, je me dis, OK, à ce prix-là, il y aurait peut-être quand même plusieurs personnes qui auraient acheté ça. À 99, par exemple, on en a environ 4. Fait que, tu sais, là, ça reste, est-ce que c'est vraiment pour ça ou la personne a juste fait des transactions à propos, tu sais, avec son adresse Bitcoin, mais en lien avec, tu sais, d'autres sujets ailleurs? Ça, ça reste nébuleux un peu. Si on embarque dans les forums, il ne faut pas oublier, c'est un moyen de communication dans le but anonyme sur le dark web. Donc, un pays, mettons, qui a moins de liberté d'expression, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont aller sur le dark web, ils vont aller sur des forums, puis ils vont vouloir expliquer leur point de vue, tout ça. Donc, il ne faut pas oublier que non plus, le dark web, c'est pas nécessairement égal à toutes les actions illégales. Donc, c'est pas nécessairement dark web égale illégal. Excusez-moi. C'est pas parce que dark web égale illégal dans nos têtes que c'est nécessairement le cas. Sinon, les forums contiennent des règles, comme un peu tout. Je vais montrer, ça diffère un peu de les règles qu'on a l'habitude de voir, mais il y en a quand même. Sinon, une continuité des marchés et les sujets précis vs des sujets ouverts. Donc ça, c'est le premier exemple. Galaxy 3, ce site-là, il est sujet un peu plus fermé, ce qui veut dire orienté informatique. Les gens qui gèrent ce site-là, ils font vraiment de quoi de cool pour la communauté. Ils font des compétitions et des événements. Je pense que ça fait que la communauté de ce forum-là est unie. Les exemples d'événements, c'est Hack de Galaxy. Il y a eu le 1, le 2 et le 3. Ces événements-là, c'est les gens qui vont coder des applications web, qui vont mettre par la suite disponibles sur le dark web. C'est aucunement des applications illégales, c'est juste du développement web. Et le reste de la communauté qui n'a pas participé, ce qu'ils vont faire, ils vont aller juger, ils vont aller rater ces sites-là pour dire ah, ben lui, je trouve qu'il est cool, le concept il est meilleur, de la manière qu'il a designé ça, c'est cool. Donc, puis après ça, il y a des prix pour la première, deuxième, troisième place. Ces gens-là, pour les prix, c'est des gens de la communauté de ce forum-là qui ont dit moi, je trouve que l'événement est cool, je donne l'argent, je veux que ça continue, je veux que le monde continue à être intéressé face à ça. Pour les règles, c'est souvent des règles très strictes pour pas que ça soit nébuleux. Donc, pas d'image, tout ce qui est pornographie juvénile. Dans ce cas-là, il dit aucunement des échanges de commerce. Puis, il dit pas de contenu pornographique dans les aires publiques, si on veut. Donc, si tu veux parler de contenu pornographique légal, en privé, ça, il n'y a pas de trouble. Je ne vais pas restreindre personne, mais aucunement dans les aires, je veux dire, publiques. Puis ça, souvent, l'administrateur, c'est lui qui a le droit de veto. Donc, si tu ne respectes pas une règle, puis il est tanné, ben il va juste te kick out de son site, puis c'est fini. Il n'y a personne qui va comme ah non, tu sais, c'est lui qui a le droit de veto, c'est lui qui décide. Pour un site qui est orienté marché, dans le fond, un forum orienté marché, dans le fond, les discussions de ces forums-là, ça va être vraiment sur la vente, l'achat de services ou de biens. Donc, ça va aussi permettre aux différents acheteurs de voir quel vendeur vend quoi. Est-ce que c'est un bon vendeur? Est-ce qu'il est bien coté? Donc, souvent, c'est réparti par, je veux dire, catégorie.
Donc, si tu veux acheter de la drogue, tel type de drogue, tu vas aller dans la section spécifique. Puis là, après ça, ils vont te dire, ah ben, ce vendeur-là, il est bon. OK, ben lui, il vend ça, mais genre, sa cam est pas bonne. Fait que tu sais, c'est souvent, je pense, ça va être utilisé dans ce cas-là pour voir les reviews un peu, le rating. Puis par la suite, ce qu'ils vont faire, ils vont retourner sur le marché et décider par rapport au vendeur, par rapport aux commentaires qu'il y a eu, quel vendeur qui décide d'acheter ses produits. Comme je disais, une extension, une continuité du marché fait que souvent, c'est la même communauté qui se promène sur les deux, mais il y a un petit peu plus d'action dans les forums pour les discussions et tout ça. Ce qui est par rapport au marché, dans le fond, je vais passer des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes sur un marché qu'on pourrait retrouver. Tout d'abord, il y a des authentifications. Donc, avec l'authentification, il y a possibilité de suivre les colis, les commandes faites précédemment. Il y a aussi la possibilité de noter l'appréciation d'un vendeur. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il m'a donné un bon service? Aussi, avoir une authentification, c'est un sentiment de sécurité. Par exemple, ce n'est pas tous les sites qui font ça. Donc, pour les sites qui ne l'ont pas, tu dois communiquer directement avec le vendeur par courriel pour lui dire qu'est-ce que tu veux, le service que tu vas acheter ou les biens. Ce qui est un peu plus difficile dans ce cas-là, c'est d'avoir du feedback des autres acheteurs parce que tu n'as pas vraiment de review vu que tu communiques directement avec le vendeur. Pour le facteur à deux authentifications, le two-factor, ça ne va pas être sur tous les sites, ça va être vraiment ceux qui vont être le plus populaires, souvent qui vont l'implémenter. Normalement, quand je dis two-factor, il y en a probablement plein ici dans la salle qui l'utilisent. Souvent, ça va être par courriel avec le numéro de téléphone ou une application que tu vas recevoir un code ou quelque chose du genre. Mais toutes ces affaires-là, ils ont un problème. C'est que ça permet de facilement identifier l'identité de la personne. Donc, pour régler à ce problème-là, on va utiliser clé publique, clé privée. Donc, pour faciliter et rendre ça le plus anonyme possible. Ça, c'est des exemples de sites que tu peux te connecter qui vont te dire, une fois connecté, tu peux activer le two-factor en nous donnant ta clé publique. Une fois que la clé publique est donnée, tout ça est configuré, la prochaine fois que tu vas te connecter, ils vont t'envoyer un gros message comme ça. Ben, c'est pas tous les sites, mais celui, pour l'exemple, c'est comme ça. Donc, il t'envoie un message encrypté avec ta clé publique. Puis toi, après ça, ce que tu as à faire, c'est décrypter le message avec ta clé privée. Puis dans ce message-là, il va y avoir le code secret que tu vas pouvoir rentrer. Donc, oui, c'est plus long que juste taper sur oui ou rentrer un petit code de 4 chiffres, mais ça reste une des manières qui est utilisée pour ajouter un next step pour la sécurité. Il y a aussi l'utilisation des escrows. Ça, c'est une compagnie tierce. Ça va permettre de sécuriser les fonds durant l'échange. Donc, si on regarde le petit schéma, le vendeur, lui, ce qu'il va faire, il va expédier le colis. Il va l'expédier à l'acheteur. Pendant ce temps-là, l'acheteur, lui, il va virer les fonds à la personne intermédiaire pour s'assurer que l'argent a été transféré. Si l'acheteur, il dit « Ouais, j'ai reçu le colis », bon, ben, il va le dire à la personne intermédiaire, puis la personne intermédiaire va transférer les fonds au vendeur. Par exemple, si il n'a jamais reçu le colis, mais il avait transféré l'argent pour ne pas se faire avoir, ben là, il faut qu'il embarque dans des mesures pour prouver qu'il n'a pas reçu le colis pour avoir, dans le fond, son argent. Donc, ça ajoute une mesure de sécurité parce que des fois, tu te dis, ben là, j'ai envoyé l'argent, mais lui, va-tu vraiment m'envoyer le colis? Puis en tant que vendeur, c'est est-ce qu'il va vraiment m'envoyer l'argent si j'ai envoyé le colis? Fait que tu sais, c'est plus touché, mais avec un escroc, ça permet de faciliter le processus si on veut. Mais ça, c'est pas gratuit, ce service-là. Fait que souvent, ça va prendre entre 1 et 5 de la transaction. Donc, des fois, ça va être plus bas, des fois, ça va être plus haut, mais en moyenne, ça peut tourner autour de ça. Avertissement. Comme je disais, les sujets qui vont suivre sont sensibles et peuvent choquer certaines personnes. N'hésitez surtout pas à quitter si tel est votre choix. Je respecte votre décision. Dans le fond, ce que ça va parler, ça va être des statistiques par rapport aux pornographies juvéniles, ce qu'on peut trouver, tout ce qui est trafic humain, concept plus une analyse plus approfondie sur ce qui est de Red Room. Encore une fois, la fonctionnalité du Tor Scraper du Fresh Onion, c'est qu'il va sauvegarder seulement le contenu brut. Donc, HTML seulement, aucune image ou vidéo sauvegardée sur les serveurs. Alors, commencer la pornographie juvénile. Le crawler, ce qu'il va faire, quand il va visiter un site, il va vérifier le titre de ce site-là. Il va dire, est-ce que
il y a des mots que je considère bannis, que je ne veux pas voir dans un titre. Donc, un titre ayant Child Pornography comme titre, ben, il va dire non, Child puis Pornography ensemble. Moi, je ne veux pas ça passer dans ma liste. Donc, banne le site. Donc, les gens, parce qu'il ne faut pas oublier que le Fresh Onion, c'est un outil d'indexation, c'est comme un Google. Donc, le but, c'est pas de faire un outil pour qu'après ça, le monde l'utilise dans le but de chercher ça. Le but, c'est de rester, d'indexer le contenu, mais de savoir qu'est-ce qu'il y a sans avoir une mauvaise utilisation. Donc, c'est ça. La liste des mots bannis, ça va être l'utilisateur qui va décider. Donc, si, par exemple, la personne dit, moi, je ne veux pas qu'on retrouve le mot, exemple, Hackfest dans le titre, ben, il y a juste à l'ajouter à la liste. Puis s'il y a un titre qui se nomme Hackfest, ben, il va juste être considéré banni. Ces sites-là sont indexés. Dans le fond, on a les URL, tout ça, mais avec l'outil, il n'est pas en mesure de chercher ces sites-là. Donc, si tu cherches, par exemple, dans l'outil Child Porn, ben, il va t'afficher aucun résultat, puis il va dire que ta requête n'a pas fonctionné. Pour pas, comme je disais tantôt, avoir avec des mauvaises fins, si on veut. À ce jour, j'ai trouvé 177 sites, ben l'outil a trouvé ça, mais selon moi, il y en a beaucoup plus. L'affaire qui arrive, c'est avec vous allez le voir plus avec donc, je vais dire un exemple. Il y a des sites, par exemple, ils vont avoir je vais dire une interface, si on veut. Le site va dire, ah ben moi, je suis un site de combat, de lutte, peu importe. Fait que là, tu te dis, OK, mais genre, pourquoi qu'il y aurait un site de lutte sur le dark web? Fait que tu t'en vas sur Kibana, tu regardes juste le contenu brut, puis tu réalises que finalement, ça peut être du contenu pornographique. Donc, souvent, les gens, pour pas se faire flaguer, si on veut, par un crawler comme ça, ils vont changer le nom de leur site pour pas que ça soit, à première vue, faire comme OK, ça c'est un site de child porn, genre direct dessus. Fait que le but, c'est, en tant que les gens qui font ça, probablement de se cacher pour des crawlers qui indexent ça. Donc, c'est la raison, selon moi, pourquoi il y en a plus pour, dans le fond, pour du contenu, mais pas dans le titre. Là, vous allez probablement vous dire, pourquoi tu n'as pas implémenté la fonctionnalité dans le contenu vu que tu l'as fait dans le site? La manière dont ça fonctionne, c'est que le crawler va aller chercher des mots spécifiques. Donc, il va regarder dans sa liste, il va dire, voici le titre. Est-ce qu'il y a des mots dans la liste qui se retrouvent dans le titre? Oui, bon, on le banne. Mais l'affaire qui est plus difficile, c'est dans le contenu. Parce que dans le contenu, il y a des forums, tantôt comme j'avais montré, ça va être marqué No Child Pornography. Donc, le crawler, lui, pas nécessairement super intelligent, il va regarder et il va dire ah, j'ai vu Child, j'ai vu Pornography, banne le site. Mais le principe, c'est que c'est un forum, puis dans la règle, ça dit que c'est No Child Pornography. Donc, le but, c'est de ne pas avoir du contenu de ce type-là. Mais vu que l'outil, je veux dire, il n'est pas nécessairement assez intelligent pour détecter si la phrase est à la négative ou à la positive, mais ce que ça fait, c'est qu'on l'a essayé, puis ça fait beaucoup de faux positifs parce que plusieurs sites ont ces règles-là. Donc, ça venait flaguer probablement la moitié des sites. Ce qui est pour le trafic humain, c'est des sites qui vendent ces services-là. Ça existe. On peut retrouver des sites sur le dark web. Mon but, c'était pas de passer nécessairement beaucoup de temps là-dessus. Ça, je vous montrer un exemple que oui, il y a des sites qui ont ça. Donc, pour pas passer à côté. Pour le concept, tout ce qui est Red Room, ce que c'est, dans le fond, c'est quelqu'un qui va kidnapper, on va dire, une autre personne. Il va la porter dans une salle, puis il va le torturer. Cette personne-là, ça va être, dans le fond, ça va être filmé en live aussi. Donc, la personne va être torturée en live, puis les gens vont pouvoir miser, dire, moi, je mets un bitcoin, je mets de l'argent pour effectuer une torture spécifique. Donc, la personne, en tant que telle, avec le montant le plus élevé, sa torture serait exécutée. Donc, là, c'est un exemple de site. À quoi ça ressemble? Il n'y a rien d'écoutant. C'est juste un site normal. Donc, Red Room, là, par exemple, on clique sur Join. Il y a différents types d'utilisateurs, si on veut. Dans ce cas-là, on va dire on veut juste être spectateur. Puis une fois qu'on veut être spectateur, il va nous dire OK, vire 0.2 Bitcoin à cette adresse Bitcoin-là spécifique. Là, je fais comme OK, le concept il existe. Il y a des sites. Est-ce que le monde croit en ça? Est-ce que le monde paye les services? C'est ça. Moi, mon but, c'était de savoir est-ce que ça existe.
Donc, j'ai 3 raisons de croire que ça n'existe pas. La première, comment ils font pour savoir que c'est moi qui ai viré l'argent? Parce que si je reviens, mettons, à l'image, on voit juste qu'il est écrit vire 0.2 Bitcoin à l'adresse spécifique. Mais il n'y a rien qui dit que moi, Félix Léo, a viré l'argent ou qu'une autre personne aurait viré l'argent. Donc, il n'y a comme pas de manière de savoir qui vire l'argent pour voir le contenu, tout ça. Donc, ça, c'est déjà une affaire qui est louche un peu. Deuxième affaire, Tor. Comme je disais tantôt, les communications, c'est beaucoup plus long dû au fait qu'il y a plusieurs nœuds, plusieurs intermédiaires. Donc, le fait que ce soit long, écouter de la vidéo, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écouter une vidéo YouTube sur Tor, c'est pas l'affaire qui est plus rapide. Sinon, chatter en live, écouter la vidéo en live, puis miser de l'argent, tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils soient rapides. Donc, avoir beaucoup de délai, de latence, selon moi, ça ne marcherait pas, ça ne serait pas fonctionnel. Et l'affaire qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand il y a du contenu vidéo, ça veut dire que c'est en continu. Donc, ça pourrait être facile. Ben, pas, je dis pas facile, mais il y aurait une possibilité que plusieurs personnes se joignent, je veux dire, en tant qu'intermédiaire pour finalement désanonymiser certains nœuds dans la chaîne. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait possible de faire, étant donné que c'est du contenu continu. Par la suite, je me suis dit, OK, là, c'est moi, je pense ça. Mais est-ce qu'il y a des faits pour approuver ça? Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été chercher toutes les adresses Bitcoin euh, qui étaient sur les sites. J'ai fait un petit script, j'ai été les chercher, puis je me suis dit, OK, je vais regarder les transactions, l'argent qui a été viré sur ces sites-là. Donc, j'ai regardé, puis en moyenne, les transactions étaient de 0,002 Bitcoin, ce qui équivaut à 23-24 $ dans le temps que j'ai fait l'analyse sur cette valeur-là. Là, si je vous rappelle bien, la valeur était 0,2 Bitcoin demandé. Donc, ce qui équivaut à 2300-2400 $. La différence entre les deux est énorme. Donc, ce que je me dis, c'est que le monde ne croit pas en ça. Puis là, il n'y a pas personne qui a. Ben, c'est peut-être d'autres transactions sur d'autres sites, mais les gens n'ont pas cru à ça, puis n'ont pas viré l'argent à ces sites-là. Donc, dans le fond, c'est un site, c'est juste pour un fake, puis tout ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, c'est du contenu de surface. Donc, oui, on peut acheter des armes. Oui, on peut probablement acheter de la drogue, des choses comme ça. Mais la majorité, selon moi, avec les images que j'ai vues, le sentiment que j'ai quand je vois ces sites-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont là pour, je vais dire, voler, escroquer les gens le plus possible. Donc, oui, comme je disais tantôt, il y a des marchés qui vont être plus réputés ou des choses comme ça, où c'est qu'on peut acheter des services ou des biens, mais la majorité, selon moi, sont là avec de mauvaises intentions. La possibilité d'une section plus effrayante, si on veut, c'est que le Dark Web, selon moi, il y a peut-être une section, je veux dire ici, là, plus down, qu'il pourrait avoir, comme je disais, des choses plus effrayantes qu'on n'aurait pas nécessairement, je veux dire, accès. Parce que si on pense à ça de la manière, si personne savait que www.google.ca existait, ben, on ne serait pas en mesure d'aller sur ce site-là. Donc, les sites sur le Dark Web, c'est un peu le même principe. Si tu ne connais pas l'URL pour aller sur le site .onion, ben, ça va être dur de juste le guesser pour tomber dessus. Juste des petites statistiques. Les oignons, il y a 2 versions, la version 1 et la version 3. Donc, version 1 à 16 caractères, ce qui équivaut à 10 à la 24 possibilités. Ça, dans le fond, ça comprend lettres et chiffres pour un caractère, si on veut. Donc, si après ça, 56 caractères, ça fait 10 à la 78 possibilités. Donc, si, par exemple, quelqu'un fait un site, il dit, moi, je veux faire des transactions, je vais changer du contenu, whatever, pour que ça soit vraiment plus, tu sais, je veux pas me faire pogner, mais il va peut-être aller avec un 56 caractères, puis là, je vais me dire, OK, ben, moi, je veux trouver ce site-là, puis le dénoncer à la police ou quelque chose de genre, ben, il va falloir que je fasse pas mal de tentatives pour tomber sur le site spécifique, parce que 10 à la 78, c'est pas rien. Donc, selon moi, il y a une section, comme je disais, cachée, étant donné qu'on ne connaît pas l'URL spécifique, on n'y a pas accès. Ces gens-là qui ont accès, probablement qu'ils sont en contact direct
c'est probablement une petite communauté qui ont accès à ces données-là. Donc, merci de votre attention. Ici, c'est le lien, comme je disais tantôt, pour le Twitter. Ça, c'est le lien pour le projet open source. Dans le fond, si vous voulez aller chercher pour partir ça chez vous comme vous voulez pour voir qu'est-ce qu'il y a, le site est là. Sinon, j'avais écrit 2 blogs. Le premier, en lien à l'outil open source, dans le fond, tout ce qui est GoSecure, Fresh Onion, Tor Scraper. Et le deuxième sur l'analyse que j'ai faite de ça. Le projet, en tant que tel, il est archivé, mais parce qu'il y avait beaucoup de demandes, des issues pour des gens qui avaient plus de difficultés avec le projet, puis c'était pas un projet que je continuais à travailler quotidiennement dessus. Donc, mais ça ferait plaisir que quelqu'un d'entre vous, peu importe, fork le projet pour continuer à développer différentes fonctionnalités. Et si jamais vous avez des questions sur le sujet, sur l'analyse ou sur le projet, n'hésitez surtout pas, contactez-moi, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous aider pour continuer là-dedans. Donc, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, oh. Jusqu'à date, tu as réussi à indexer combien de sites? Ah oui, t'as peu. Excuse. Si on retourne sur le site, dans le fond, en ce moment, ça c'est le serveur, je veux dire, que j'ai fait sur mon ordi. Il a indexé à date 4930 sites oignons. Là-dessus, il y en a 3269 qui ont été considérés up, ce qui veut dire, comme je disais tantôt, qu'ils sont valides. L'affaire qui est plus tannant, vu que c'est un laptop, tu sais, souvent, je me promène avec. Puis le but de ça, c'est que tu lances le script, puis qui fonctionne, mettons, pendant 2 jours pour aller chercher tout le contenu. Parce que la manière que ça fonctionne, c'est comme c'est une liste. Donc, il commence, j'y donne une liste, comme je disais, d'oignons normales. Puis ce qu'il va faire par la suite, c'est qu'il va aller visiter ces oignons-là. Puis s'il il en voit en cours de route, il va le prendre puis il va l'ajouter à la liste. Donc, le but, c'est de laisser peut-être 2-3 jours pour qu'il parcourt la liste. Puis après ça, il va reparcourir toute cette liste-là pour voir est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a des nouveaux, est-ce qu'il y en a que j'aurais pas vu. Donc, c'est pour ça que là, il y en a, mais il y a probablement plus de sites que ça sur le Dark Web. C'est juste qu'à force de le lancer, de l'arrêter, de le relancer, de le re-arrêter, ça fait qu'il n'est pas en mesure de parcourir la liste au complet. Donc, il va souvent dans les premiers. C'est pour ça. Puis, je voulais vous donner aussi un exemple. Tantôt, j'avais peur de manquer de temps, mais par exemple, comme je disais tantôt, c'est pas tous les sites qui sont nécessairement malveillants. Donc, le site du Hackfest sur le Dark Web qui permet, comme je disais, aux utilisateurs, s'ils veulent utiliser Tor, de naviguer anonymement. Donc, comme je disais, c'est pas nécessairement des sites à des intentions malveillantes, si on veut. OK. Et puis, quand tu parlais des nodes que les utilisateurs vont traverser pour être en mesure de garder l'anonymat, la slide que tu avais avec les trois, les 3 clés. En moyenne, oui, exact. En moyenne, sais-tu combien de nodes que quelqu'un qui browse peut traverser ou c'est-tu quelque chose qui est statique, c'est-tu quelque chose qui est dynamique? Je ne voudrais pas te dire n'importe quoi. Moi, ce que je pense dans le fond, c'est le fonctionnement global de tout ça. Je le comprends. Selon moi, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir différents nœuds. Dans le fond, des fois, tu peux en avoir 10, dans le fond, tu peux en avoir 12, mais c'est pas quelque chose de statique. Donc, ça peut varier vraiment. Et de cette manière-là, les gens ne sont pas en mesure de savoir combien de nœuds il y a dans la chaîne. Donc, si tu te connectes, puis tu es dans cette chaîne-là, ben, tu n'es pas en mesure de savoir, OK, il y a combien de nœuds au total ou peu importe. L'utilisateur, as-tu moyen de le savoir? L'utilisateur, non. Non. Parce que dans le fond, lui, il envoie la requête, puis le message, il va passer par des nœuds Tor, si on veut. Donc, qui va, après ça, je vais dire rebound sur différents autres nœuds. Donc, il ne va pas nécessairement savoir. Le procédé va faire que, OK, tu as une requête, il faut que tu l'envoies, mettons, à tel serveur. Mais la seule affaire que tu vas faire, c'est que tu vas créer peut-être le trajet avant. Donc, tu vas dire, commence, va parler à lui.
Puis quand tu vas parler à lui, ben, tu parleras à lui, tu sais, qui va parler à lui, qui va parler à lui, qui va se rendre au serveur. Donc, ça va permettre dans le fond, que toi, tu vas pas nécessairement connaître le chemin, mais il va être défini, je pense, d'avance. Parce que comme je disais ici, si tu as le message, puis tu l'encryptes au début, puis après ça, tu l'envoies au deuxième, ben, le deuxième doit déjà savoir à qui il faut qu'il l'envoie, et ainsi de suite. Est-ce que ça répondait à la question? Ouais, c'est bon. Ouais, Merci. ouais, ok. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, ouais. Dans les différents sites que tu as trouvés, des catégories différentes, tu as trouvé beaucoup des data leaks, des DOM de données, des données d'entreprise, ou c'est très rare de trouver ça? Dans le fond, je renais ce projet-là avec un autre projet quand j'étais en stage. Tout ce qui était sur Pacebin. J'ai trouvé beaucoup plus de DOM sur Pacebin que sur le Dark Web. Probablement que dans les marchés, quand tu investigues plus pour aller chercher ces dumps-là de données, probablement que ça serait possible d'en avoir aussi. Probablement qu'il y aurait peut-être, comment je peux dire ça? Parce que sur Pacebin, des fois, tu peux indexer le contenu là-dessus, puis tu vas avoir plein de de données, mais que c'est des données qui n'ont pas vraiment de bon sens, des fois. Donc, peut-être que là, les gens vont. Peut-être ça peut être des données plus à jour ou qui peuvent plus fonctionner, mais c'est pas ce que j'ai cherché de base dans cette analyse-là. Merci.